Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Comment trouver une entreprise à reprendre. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle Guillaume Malvoisin, je suis responsable des contenus sur la transmission et reprise d'entreprise du site bpifrance-création.fr. bpifrance-création.fr, c'est le site de référence en matière d'information et d'orientation des porteurs de projets en phase de création, développement, reprise et transmission d'entreprise. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de deux experts de la transmission et reprise d'entreprise. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Noël, fondateur et associé du cabinet Fusac. Bonjour Damien. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, Fusac, ça a été fondé en 2001. Fusac est une place de marché dédiée aux experts en fusion-acquisition, aux fonds d'investissement et aux investisseurs privés, mais également aux acquéreurs personnes morales et personnes physiques. Et il s'adresse aussi à tous les chefs d'entreprise qui souhaitent céder leur entreprise. En quelques mots, un chiffre clé, en moyenne, une société se vend chaque jour grâce au portail Fusac qui propose des services pour favoriser les opérations de reprise-transmission. Vous y retrouverez notamment 2500 annonces de cession sur le site de Fusac. Donc, les cédants peuvent y déposer des annonces de cession. Vous retrouvez aussi 5000 participations de fonds d'investissement. Il y a une base de repreneurs pour les cédants qui souhaitent consulter les CV de repreneurs. Vous y retrouvez un annuaire des experts pour ceux qui sont en recherche de conseils. Vous trouverez 600 experts qui peuvent intervenir sur l'ensemble des étapes d'une opération. Et bien entendu, Fusac dispense aussi des formations à la reprise d'entreprise et à la croissance externe. Vous y retrouverez également toute l'actualité des fusions-acquisitions et du capital investissement sur le site de Fusac. J'ai aussi le plaisir d'être accompagné durant ce webinaire de Christophe Berthier, qui est gérant et associé du cabinet Synercom France. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en quelques mots, Synercom France, on peut dire que c'est le spécialiste de la transmission de PME, un des leaders français indépendants sur le marché de la PME, PMI. Synercom France est un réseau national de cabinets de conseil en transmission, cession et acquisition d'entreprises, regroupant 20 associés, dont Christophe Berthier. Il est composé aussi de consultants et salariés sur tout le territoire. Donc, Synercom a plus de 30 ans d'expérience dans la transmission de PME et en quelques chiffres, Synercom a réalisé plus de 1200 opérations dans tous les secteurs d'activité. Avant de démarrer ce webinaire, quelques aspects techniques. Nous avons prévu un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Nous tenterons d'y répondre. Pour ce faire, vous avez un onglet questions en bas à droite, un onglet questions juste à côté de l'onglet chat. Donc, merci de poser vos questions dans cet onglet. Et bien entendu, sachez que vous pourrez retrouver le replay et télécharger le support de présentation sur le site de bpifrance-création.fr. Donc, au sommaire, rapidement, nous aborderons 3 chapitres. Le premier chapitre qui concernera le marché de la reprise d'entreprise. Donc, nous aborderons la réalité du marché de la reprise d'entreprise par région, par secteur d'activité, par effectif. Donc, Damien nous présentera cette partie-là. Ensuite, nous vous expliquerons comment se préparer à prospecter le marché de la reprise d'entreprise. Nous distinguerons bien évidemment la préparation des repreneurs personnes physiques de la préparation des entreprises qui souhaitent se développer par croissance externe. Et nous aborderons aussi également dans la préparation du projet de la reprise d'entreprise le rôle incontournable du conseil en cession dans un projet d'acquisition, puisque la majorité du marché de la reprise est intermédiaire. Et enfin, nous conclurons par les solutions pour trouver une entreprise à reprendre. Nous aborderons comment trouver une entreprise sur le marché caché et sur le marché visible, et notamment grâce au mandat acheteur. Nous vous donnerons quelques clés à ce sujet. Nous verrons l'intérêt de faire appel à un conseiller en acquisition, cession d'entreprise pour trouver la bonne cible. Donc, Damien, tout comprendre du marché de la reprise d'entreprise. Pouvez-vous nous dire quelle est la réalité du marché de la reprise d'entreprise aujourd'hui et notamment, y a-t-il tant d'entreprises à reprendre comme on nous le laisse entendre? Oui, bonjour à tous. Effectivement, Guillaume, c'est une question que tout le monde se pose et
J'imagine, vous qui nous écoutez, que vous avez sans doute entendu parler de ce que j'appelle le nombre d'or, à savoir qu'il y aurait quelques 700 000 entreprises à vendre et donc à reprendre sur les 10 prochaines années, donc un chiffre que l'on voit beaucoup, notamment dans la presse. Et je me suis toujours posé la question, depuis 20 ans que FUSAC existe et que je creuse vraiment cette activité, de savoir d'où venait ce chiffre. Alors, je vous propose un petit raisonnement assez simpliste, mais qui a le mérite quand même de nous donner quelques idées claires sur le sujet. Il y a aujourd'hui environ 3,9 millions de structures, je dis bien structures, qui sont immatriculées à l'INSEE. Parmi elles, vous avez à peu près 1,1 million d'auto-entrepreneurs. Donc, on va sortir les auto-entrepreneurs, parce qu'on imagine mal comment on peut reprendre un auto-entrepreneur. Donc, ça nous laisse environ 2,8 millions d'entreprises. Donc en France. Vous avez à côté de ça 25% des dirigeants qui ont plus de 55 ans. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que dans 10 ans, ces dirigeants auront plus de 65 ans. Et donc, on peut légitimement penser qu'ils auront vendu leur entreprise, ou en tout cas qu'ils souhaiteront vendre leur entreprise. Et donc, si vous multipliez 2,8 millions par 25%, donc si on divise par 4, vous voyez qu'on arrive exactement aux 700 000 entreprises dont on nous promet qu'elles seront à vendre sur les 10 prochaines années. Alors, bien entendu, attention, parce qu'avec ce raisonnement, on a deux biais très importants. Le premier, c'est que c'est un chiffre qui est très surestimé, puisqu'on inclut dans ces 700 000, 53% d'entreprises qui n'ont pas de salariés. Je vous rappelle également que 90% des entreprises en France ont moins de 10 salariés, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, on voit mal, un petit peu comme les auto-entrepreneurs, comment on peut racheter une entreprise qui n'a pas de salariés, et donc avec un actif, un fonds de commerce quand même extrêmement léger. D'un autre côté, on a un chiffre qui est très sous-estimé, puisqu'on ne prend dans ce raisonnement que les cessions pour cause de départ à la retraite. C'est certes la raison la plus importante en termes de cessions, mais elle n'est même pas majoritaire. Vous voyez, 42% des cessions sont pour cause de départ à la retraite. Vous avez également 38% pour changement d'activité. On va également avoir derrière et de façon beaucoup plus loin des sociétés en difficulté, décès, déménagement. Mais bon, vous voyez quand même qu'on a deux biais de quasiment 50%. Et donc, il est très difficile de se faire une idée sur la pertinence de ce chiffre des 700 000 entreprises qui seraient à vendre sur les 10 prochaines années. Maintenant, puisqu'il faut bien partir d'un chiffre, considérons que ces deux biais se compensent et que l'on aurait bien quelques 700 000 structures qui pourraient changer de main dans les 10 prochaines années, 700 000 entreprises. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on a affaire à deux marchés très différents. D'un côté, les TPE-PME et de l'autre côté, les commerces et les locaux commerciaux. Commerces qui, bien évidemment, sont des entreprises. Les TPE-PME représentent à peu près 10% des cessions, les commerces 90%. Alors peut-être que vous qui assistez à ce webinaire, vous êtes pour certains intéressés par des TPE-PME, pour d'autres pour des commerces. On va nous plus se focaliser sur la partie TPE-PME, notamment pour des sociétés qui veulent faire de la croissance externe. Vous voyez qu'on est donc, si on prend 10%, plus que sur un stock de 70 000 entreprises. Si je divise par 10, puisqu'on parle là d'un stock à 10 ans, je n'ai plus que 7 000 PME à vendre chaque année. Et si je divise par 100, qui est à peu près le nombre de départements en France, vous voyez qu'on n'arrive plus qu'à 70 PME à vendre chaque année par département. Donc, d'un chiffre absolument pharaonique, on se retrouve finalement avec quelques dizaines d'entreprises à reprendre sur un marché, et on y reviendra, où vous avez plus de repreneurs que de cédants, sur un marché également très confidentiel, puisque les cédants ne veulent pas s'afficher en tant que tels, et donc une problématique très importante de trouver la bonne cible. Donc, si vous imaginiez des dizaines de milliers de cédants qui attendent désespérément un repreneur, c'est un marché qui fonctionne plutôt à l'inverse, avec des repreneurs qui cherchent désespérément la bonne cible.
Pour confirmer un petit peu ces chiffres que je vous donne, je vous invite, et j'ai mis les liens dans le support de présentation, donc vous pourrez y accéder directement, à consulter les dernières études à notre disposition, l'Observatoire BPCE de 2019 notamment, qui indiquait 8 700 sessions de plus de 10 salariés et 12 000 de plus de 5 salariés. Et si l'on retranche de ces chiffres les sessions à des tiers identifiés, des salariés, des proches, des confrères, donc des sessions qui ne sont pas sur le marché, auxquelles vous n'aurez pas, vous, en tant que personne physique ou personne morale, accès, puisqu'on est sur des opérations de gré à gré, vous voyez qu'on est bien sur un marché potentiel réel de 6 à 9 000 sessions chaque année. On retrouve bien le chiffre de 7 000 que je vous donnais précédemment. Quand le dernier indicateur pour les sessions de fonds de commerce nous donnait à peu près 40 000 fonds qui avaient changé de main, si on ajoute à ça les commerces qui se vendent à travers des sessions de titres, également tout ce qui est droit au bail, vous voyez qu'on arrive à peu près à 60 000, 70 000 opérations. Et donc, ça confirme bien cette répartition 10% TPE-PME, 90% commerce. Alors voilà pour l'aspect quantitatif. Si on regarde maintenant de façon un petit peu plus qualitative, ce que vous allez pouvoir trouver dans les sociétés à reprendre. Et dans un premier temps, en termes de localisation géographique, alors on peut constater que la localisation des sociétés à vendre suit de façon quasi parfaite la répartition de la population française par région notamment, ce qui est assez logique, puisqu'on imagine que les bassins d'activité suivent les bassins de population. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut se rendre compte qu'il y a à peu près 25% des repreneurs qui se situent en Île-de-France et seuls 18% des offres qui se situent là aussi en Île-de-France. Donc, les cibles sont plutôt en province et les repreneurs plutôt en Île-de-France. Et de la même façon, les repreneurs sont plutôt dans les grandes métropoles et les entreprises à reprendre, pas forcément. Donc, on est déjà sur un marché déséquilibré. Donc, si tous les repreneurs d'Île-de-France regardent également en Île-de-France, ça va accroître ce déséquilibre. Donc, je vous invite à regarder peut-être dans d'autres régions. Et c'est vrai que les repreneurs ont un peu tous tendance à regarder les mêmes régions, les régions les plus méridionales, les régions sud de la Loire ou les régions bord de mer. N'hésitez pas à regarder également les régions du centre, du nord ou de l'est de la France, où vous pourrez également trouver de très très belles pépites. Si on regarde maintenant les sociétés à vendre par secteur d'activité, donc ce sont des chiffres qui sont tirés de la base FUSAC, on voit qu'il y a que globalement, les secteurs sont à peu près tous représentés. Alors, tout ce qui est agriculture a un site dédié et n'est peut-être pas, et peut-être que les agriculteurs ne pensent pas forcément à diffuser des offres sur Internet. Puis, tout ce qui est industrie alimentaire va plutôt se retrouver également dans l'industrie traditionnelle. Et tout ce qui concerne hôtellerie, tourisme, loisirs va plutôt aller sur notre site dédié au commerce, place des commerces. Mais sinon, vous voyez que globalement, tous les secteurs sont représentés avec, attention, un différentiel quand même assez fort entre ce qui est à vendre aujourd'hui, donc des métiers plutôt assez traditionnels. Vous voyez, de l'industrie traditionnelle, c'est 35%, et ce qui est recherché par les repreneurs, on va plutôt être sur les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, la communication, les services à la personne. Et donc là aussi, si tous les repreneurs regardent ces mêmes secteurs d'activité, la concurrence va être accrue. Donc n'hésitez pas à regarder peut-être des métiers un petit peu plus traditionnels sur lesquels, là aussi, vous allez pouvoir trouver des pépites avec un petit peu moins de concurrence en termes de repreneurs. Alors, très important également, répartition des sociétés à vendre par effectif. Je vous rappelais que 90% des sociétés en France avaient moins de 10 salariés. Donc, on retrouve ces chiffres-là avec plus de 60% des sociétés à reprendre qui ont moins de 10 salariés. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, notamment pour des personnes physiques, vous êtes en poste dans un grand groupe, dans une business unit et vous dirigez une cinquantaine, une vingtaine, une centaine de personnes. Et donc, vous projetez dans une reprise sur ce type de taille de société. Vous voyez qu'il y en a. Tous les jours, des sociétés sont à vendre, bien entendu, à plus de 50, plus de 100 personnes, mais elles sont un petit peu plus rares. Et en plus, quand elles sont plus rares, elles vont être forcément un petit peu plus chères. Donc, n'hésitez pas à regarder des cibles un petit peu plus petites que celles que vous aviez imaginées au départ,
quitte à faire plusieurs opérations dans le temps, à montrer notamment à votre banquier que vous êtes capable de reprendre, de développer une société. Et dans 5 ou 10 ans, vous aurez atteint votre groupe de 100 personnes, peut-être en ayant fait 2 ou 3 opérations d'acquisition, en ayant pris moins de risques financiers et en ayant eu beaucoup plus de chances de réussir ces opérations. Idem, société à vendre par chiffre d'affaires. La majeure partie des sociétés à reprendre se situe entre 300 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires moyen que l'on observe, c'est 2 millions d'euros, avec bien entendu, là aussi, des sociétés qui vont faire 10, 20, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui sont comme répartition par effectif, plus rares et donc sans doute un petit peu plus onéreuses, et là aussi avec plus de concurrence. Donc là, on s'est attaché à regarder un petit peu côté cédant. Je vous propose de regarder maintenant quelles sont les typologies des acquéreurs en France. 70% des acquisitions sont réalisées par les personnes physiques. Donc, je vais vous dresser un petit peu le portrait robot d'une personne physique. Peut-être vous retrouverez-vous dans cette description. Donc, c'est une personne qui vit en Île-de-France ou dans une grande métropole française, qui travaille aujourd'hui dans un grand groupe. Âge moyen 48 ans, vit en couple avec des enfants à charge, a fait des études supérieures, souvent Bac+5, dispose, très important, d'un apport de 340 000 € en moyenne. Donc ça, c'est un chiffre que nous sortons de notre base de repreneurs avec plus de 900 profils actuellement et qui est un apport stable dans le temps, voire en augmentation, donc un chiffre quand même extrêmement fiable. Alors, chiffre un petit peu plus faible en province, on est plutôt à 250 000 € d'apport. Et puis, pour ceux qui nous écoutent et qui visent à reprendre un commerce, rassurez-vous, on est sur des chiffres inférieurs, puisqu'on est plutôt sur des apports moyens de 150 000 €. Chiffre également intéressant, la médiane. Donc, vous savez, la médiane, c'est le chiffre au-delà et en deçà duquel vous avez le même nombre de personnes, qui est à 300 000 € et qui est donc inférieur à la moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand une médiane est inférieure à une moyenne? Ça veut dire que vous avez des repreneurs qui ont des gros apports personnels. Donc, il n'est pas rare de voir des repreneurs avec 500 000, 1 million, voire plus d'apports. Parfois d'anciens chefs d'entreprise qui ont repris, qui ont vendu et qui souhaitent réinvestir. Et donc, ça veut dire que vous allez toujours vous retrouver avec des personnes qui ont vraiment des moyens financiers supérieurs à vous. Donc, peut-être là aussi, de bien penser à vous positionner sur des dossiers réellement à votre mesure où vous allez être un gros repreneur et que vous allez avoir plus de chances d'emporter la mise. Je vous rappelle que un financement, ça se fait à travers une dette bancaire qui est la même pour tout le monde puisque ça dépend simplement des capacités bénéficiaires et donc des capacités de remboursement de la cible. Et vous ajoutez à ça l'apport. Donc, c'est celui qui a l'apport le plus important qui aura généralement l'offre la mieux disante. Et puis, également, donc 30% d'acheteurs personnes morales. Je vous ai mis un chiffre d'affaires moyen de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 50 personnes, qui finalement n'est pas très, très représentatif puisqu'on a un écart type très important avec des sociétés qui commencent à regarder de la croissance externe à partir de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et puis, bien entendu, des grands groupes, des sociétés cotées en bourse avec plusieurs centaines de millions, voire plus de chiffre d'affaires qui vont également se positionner, parfois même sur des petits dossiers, des niches, et donc qui seront parfois concurrents de dossiers qui intéressent également des personnes physiques. Dernier chiffre intéressant, environ 100 nouveaux repreneurs par semaine, qu'il faut mettre en perspective lorsque je vous disais qu'on était sur un marché avec plus de repreneurs que de cédants. Et donc 100 repreneurs par semaine, un chiffre que l'on tire de nos bases FUSAC, quand en face de ça, on a 50 cessions. Donc vous voyez qu'on a vraiment ce différentiel qui joue en faveur des cédants, puisque les cédants vont pouvoir choisir leur repreneur quelque part. Et à cela, il faut savoir également que les cessions durent environ 9 mois, quand une reprise va plutôt durer 18 mois. Donc, on a vraiment un différentiel de 1 à 4 entre le nombre de cédants effectifs et de repreneurs potentiels. Il est donc extrêmement important pour les repreneurs de bien définir leur projet, étape indispensable à la fois pour trouver des dossiers adaptés à vos compétences, à vos envies, à vos moyens financiers, accéder réellement au dossier
Guillaume a commencé à nous l'évoquer, hein. Le marché de la cession d'entreprise est un marché intermédiaire. Donc, en face de vous, vous aurez des conseils en cession d'entreprise dont une des tâches est de sélectionner les candidatures réellement pertinentes. Et puis, quand bien même vous accéderiez au dossier, vous pourriez l'étudier, ne pas perdre de temps et ne pas faire perdre de temps, puisque ça ne sert à rien d'étudier un dossier pendant 12 mois si c'est pour avoir un refus bancaire in fine. Donc, bien définir son dossier, c'est bien se préparer à prospecter ce marché. Et je repasse la main à Guillaume qui va nous en parler de façon un petit peu plus précise. Donc, alors, comment bien préparer son projet de reprise d'entreprise? Donc, on fait le distinguo entre la préparation d'un projet de reprise d'un repreneur personne physique et d'un repreneur personne morale en phase de croissance externe. Donc, Christophe présentera la préparation d'un projet de reprise d'un repreneur personne morale en phase de croissance externe et abordera le rôle du conseil en cession et notamment comment s'en faire un allié. Donc, dans un premier temps, comment préparer son projet de reprise d'entreprise lorsqu'on est une personne physique? Alors, la première étape, c'est vraiment de se préparer personnellement à la reprise d'entreprise. Donc, la réussite d'un projet de reprise d'entreprise ne dépend pas uniquement d'éléments économiques et financiers, mais aussi et surtout d'éléments humains. À commencer par votre motivation, votre personnalité, vos aptitudes. Choisir de reprendre une entreprise ne se résume pas à choisir une entreprise et à la développer. C'est aussi choisir un mode de vie nouveau qui doit être cohérent avec vos objectifs personnels, vos contraintes familiales et vos aspirations profondes. Cette réflexion doit vous amener à vous interroger sur vos motivations. Alors, quelles sont les motivations principales d'un repreneur? Généralement, c'est l'envie d'entreprendre sans partir de zéro, la volonté de développer une affaire existante, le souci d'investir et de rentabiliser un capital, mais aussi la volonté d'exploiter rapidement un savoir-faire. Donc ça fait partie des avantages d'une reprise d'entreprise. Vous serez amené aussi à vous poser la question de savoir à bien identifier vos atouts et vos contraintes personnelles. Évaluer, bien entendu, vos expériences professionnelles et vos compétences, puisqu'il faudra une adéquation entre vous, ce dont on parle souvent, l'adéquation homme-projet. Vous devrez notamment envisager une formation dans le ou les domaines qui vous font défaut. Je peux citer quelques organismes de formation qui sont connus sur la place de la transmission reprise d'entreprise. Je pense à l'Association des cédants et repreneurs d'affaires qui dispense une formation de 6 semaines. Donc, je vous invite à consulter ces formations-là. C'est des formations généralistes qui présentent toutes les étapes d'une reprise d'entreprise. Notamment, je pense à la Chambre de commerce et d'industrie qui dispense aussi des formations généralistes à la reprise d'entreprise et le cabinet Fusac, bien entendu, qui dispense des formations à la reprise d'entreprise tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales en phase de croissance externe. Donc, dans la préparation du projet, il ne faut pas oublier non plus de déterminer vos moyens financiers personnels. Ça, c'est une phase importante. Donc, déterminer les moyens financiers personnels mobilisables pour votre projet de reprise d'entreprise. Généralement, l'apport personnel représente entre 20 et 30% du prix de cession. Donc, bien entendu, il faut qu'il y ait une cohérence entre votre apport personnel et la définition de la cible, notamment en termes de taille de chiffre d'affaires et de prix de cession. Vous devez être amené à mesurer aussi les bouleversements familiaux susceptibles d'être occasionnés sur ce projet. Assurez-vous de l'adhésion de vos proches et du soutien de votre famille. Vous devez aussi vous poser des questions sur votre statut de repreneur. Quels sont vos droits et obligations qui en découlent, notamment en fonction de votre situation. Si vous êtes demandeur d'emploi, retraité, salarié, c'est des questions qu'il faut se poser puisque lorsqu'on est dans un projet de reprise d'entreprise, le temps, c'est de l'argent et donc c'est intéressant de savoir tous les dispositifs d'aide qui existent, notamment si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié, je pense au congé création que vous pouvez demander et autres. Donc, plus vous soignerez cette phase,
plus vous serez en mesure, face à vos interlocuteurs, de donner une image de candidat à la reprise motivé, fiable, qui sait où il va. Concernant la définition de la cible, je vais faire un petit focus dans la slide suivante. Mais avant tout, je vous propose un outil de BPI France Création que vous pouvez retrouver sur le site de bpifrance-création.fr. Nous avons recensé dans cet outil tous les réseaux d'accompagnement public, parapublic ou sans but lucratif. Donc, vous pouvez consulter cet outil sur bpifrance-création.fr et retrouver le bon interlocuteur près de chez vous à travers cet outil. Concernant la définition de la cible, donc, les critères concernant l'entreprise à rechercher, généralement, vous devez déterminer l'activité souhaitée, donc c'est peut-être dans le commerce, les services, l'industrie. Donc ça, c'est important de coucher ces critères sur le papier, hein, donc l'activité souhaitée, la localisation de l'entreprise, donc bien déterminer une zone géographique, ses potentialités. Le critère de la taille est important en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. Déterminer une fourchette de prix de cession, généralement, c'est corrélé à la taille, hein, une corrélation, et notamment le critère des modalités de la reprise envisagée. Donc, est-ce que vous reprenez des titres de société, plutôt un fonds de commerce? Enfin, quel est le montage juridique envisagé? Est-ce que vous avez déjà une holding ad hoc? Enfin, voilà. Donc ici, la difficulté, c'est de trouver un juste milieu entre une cible trop large et la quête du mouton à 5 pattes. Effectivement, parfois, entre les critères que vous avez définis et la réalité du marché, parfois, il y a un monde. Mais bon, donc pour vous aider à structurer votre projet, à présenter votre projet, je vous propose de télécharger une fiche de cadrage que vous pouvez retrouver sur le site de bpifrance-création.fr. En voici un exemple de fiche de cadrage totalement remplie. Donc, ce modèle de fiche de cadrage vous permet de présenter de façon structurée et cohérente votre projet de recherche d'entreprise en une seule page. Donc, vous avez sur la partie gauche de la fiche de cadrage la présentation du repreneur, donc avec toutes ses informations personnelles, ses formations, son profil, donc ses compétences, ses qualités, son expérience professionnelle. Et à droite de la fiche, vous avez tous les critères de recherche de l'entreprise. Donc, le profil de l'entreprise recherchée, entreprise du bâtiment dans le secteur d'activité, les caractéristiques de l'entreprise, une équipe stable, positionnement haut, milieu de gamme en termes de clientèle, un savoir-faire technique, un potentiel de développement, etc., etc. Le critère de la localisation géographique, l'équipe de conseil, bien entendu, on ne part pas seul, on part accompagné, on anticipe et on prépare son projet avec des conseils, donc c'est peut-être un conseil en cession-acquisition, un cabinet d'expertise comptable, un avocat, une banque d'affaires et un dispositif d'accompagnement public tel qu'une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre de métier de l'artisanat. Vous allez notamment écrire les données économiques du projet, de votre entreprise, donc la taille de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires effectif, la santé financière de l'entreprise, si c'est une entreprise et une bonus, donc en bonne santé financière ou plutôt avec quelques difficultés donc à développer. Les conditions de la reprise, donc comme je vous disais, soit c'est un achat de titre de société, soit c'est une prise de participation majoritaire ou peut-être aussi minoritaire. On peut envisager une reprise d'entreprise progressive aussi. Un accompagnement du cédant, est-ce que vous l'envisagez ou pas? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser dès le démarrage. Et puis, vos ressources propres, hein, donc les fonds propres et les financements. Donc, vous allez noter sur cette fiche votre apport personnel. Peut-être en plus d'un apport personnel, un prêt d'honneur d'Initiative France ou de Réseau Entreprendre, un concours bancaire accompagné d'un cofinancement de BPI France avec le contrat développement de transmission et bien sûr la garantie BPI France qui vous permet, qui vous facilite l'accès aux prêts bancaires. Et bien entendu, une fourchette de prix de cession, vous pouvez aller jusqu'à 1 million d'euros, tel que c'est écrit sur la fiche par exemple.
Donc, cette fiche est téléchargeable gratuitement sur le site de bpifrance-création.fr. Et donc, cette fiche de cadrage, c'est un outil commercial de communication à faire parvenir à vos interlocuteurs à l'issue d'une rencontre ou en prospection. Donc, c'est vraiment cet outil de fiche de cadrage, c'est une bonne façon de retenir l'attention d'un intermédiaire en session acquisition d'entreprise. Guillaume, juste, oui. je me permets de rebondir sur cette fiche de cadrage qui est très importante et sur une question de Jean-François sur le chat qui disait, si je comprends bien l'analyse de Damien, le repreneur individuel a peu de chances de trouver une cible en France. Donc, je voudrais juste rassurer un petit peu tout le monde parce que peut-être que j'ai commencé à être démotivé un certain nombre de personnes. Alors certes, il y a une concurrence entre les repreneurs, mais bien entendu, si vous ciblez correctement, si vous avez une bonne fiche de cadrage, ce que je vous disais, 70% des reprises sont effectuées par des personnes physiques. Ce n'est pas des candidats repreneurs, c'est vraiment des reprises qui sont effectuées. Donc non, bien au contraire, le repreneur personne physique a toute sa place pour une reprise d'entreprise. La question était aussi, le marché des fusions-acquisitions est-il identique dans les autres pays de l'Union européenne? La France, c'est un petit peu l'Eldorado de la reprise d'entreprise pour les personnes physiques. Vous avez énormément de dispositifs, Pôle emploi, ACRE qui vous permet d'avoir des exonérations de charges, l'ARS qui vous permet de bonifier votre apport personnel avec le reliquat de vos droits Pôle emploi. Vous avez toutes les problématiques de plans sociaux, des parts volontaires qui vont abonder votre apport, qui vont généralement vous permettre de constituer votre apport. Donc non, bien entendu, les repreneurs, personnes physiques, ont toute leur place, pour autant qu'ils ciblent correctement leur projet de reprise, notamment à travers de ce type de fiche de cadrage. Et je confirme que chez Synercom France, on a une opération sur 2 de cession qui se fait à un repreneur personne physique. Donc effectivement, les repreneurs personnes physiques ont tout un ensemble d'atouts pour réussir leur projet. Je vais prendre, donc je vais continuer cette présentation. Donc merci Guillaume de nous avoir de tous ces conseils donc à destination des repreneurs personnes physiques. Je vais maintenant vous partager quelques réflexions sur la préparation d'une opération de reprise donc par une entreprise. Alors pour partir de cette préparation, en fait une bonne préparation, c'est une préparation qui permet de faire une reprise, un succès, mais finalement qu'est-ce que c'est qu'une opération de croissance externe réussie? Je pense qu'on peut la définir ainsi. C'est d'abord, évidemment, mais c'est important de le rappeler, une entreprise que vous rachetez qui est cohérente avec votre stratégie de développement. On va y revenir. C'est bien sûr des conditions d'acquisition, et dans les conditions d'acquisition, elles sont à la fois financières, mais elles sont aussi juridiques, il ne faut pas l'oublier, qui sont satisfaisantes. Et c'est sans doute le point le plus important, même si ça se passe après, c'est une intégration réussie. Parce que quand vous procédez à une croissance externe, le but, c'est de réussir son intégration. Sinon, ça ne sert à rien. Bon, donc il faut avoir en tête que pour une personne morale, mais c'est pareil pour un repreneur personne physique, en fait, une opération de reprise, c'est un projet qui est stratégique pour l'entreprise et qui nécessite à la fois du temps, des moyens et puis de la persévérance. Alors, concrètement, pour cette préparation, la première étape, il faut avant tout valider ce que j'appelle votre détermination à conduire ce projet stratégique. Bon, je rappelle qu'il y a 2 façons de se développer pour une entreprise. C'est la première, qui est celle qui est la plus connue, qu'on fait sans le savoir, comme la prose de M. Jourdain. C'est de faire de la croissance organique, c'est-à-dire c'est de se développer progressivement. C'est un effort continu, pratiqué par beaucoup de chefs d'entreprise. La croissance externe, c'est très différent, puisque comme j'ai dit, c'est un projet. Il y a un effet d'accélération, mais il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qu'il faut respecter pour que le succès soit au rendez-vous. Et là, notamment, il va falloir que vous acceptiez et que vous fassiez accepter aussi par vos équipes les bouleversements qui sont consécutifs au rachat d'une nouvelle entreprise. Ça va changer beaucoup d'habitudes. C'est une charge, il faut que vous prépariez une charge de travail supplémentaire qui est importante, même si vous vous faites aider. Bon, il y a une part d'inconnu auquel vous allez vous confronter, parce que malgré toutes les analyses que vous pourrez faire, quand on rachète une entreprise, il y a toujours une part d'inconnu qu'il faut accepter. Mais c'est aussi un moyen d'écrire de belles histoires de croissance. Ensuite, ce qui va être important, c'est de valider la pertinence de votre stratégie de croissance externe.
Et donc là, il faut vous questionner, vous interroger sur les opportunités que vous recherchez. Classiquement, dans une opération de croissance externe, on cherche soit à développer des synergies commerciales, soit des synergies sur l'optimisation des moyens. Il y a identifier les risques également qu'il va falloir maîtriser, vos forces, mais également vos limites et vos faiblesses. Et puis, comme pour le repreneur personne physique, il faut vous interroger sur vos moyens financiers, vos fonds propres et puis votre capacité d'endettement. Donc, si vous faites aider par un cabinet spécialisé en M&A, son rôle, ça va être de vous aider donc, dans ce questionnement. Excusez-moi, j'ai un petit problème de manipulation. Donc, ensuite, comme pour le repreneur personne physique, il faut constituer la bonne équipe avant de démarrer cette compétition, parce que finalement, c'est une compétition, on l'a vu, puisqu'il y a plus de repreneurs que de sociétés à vendre. Donc, dans cette équipe, à la fois un conseil en cession-acquisition, un avocat d'affaires, j'insiste sur le fait que ce soit un avocat spécialisé dans ce type d'opération, et pas un avocat que vous utilisez habituellement peut-être pour vos opérations, en conseil du droit social par exemple. Bien sûr, votre expert comptable. Vos banquiers auront un rôle important à jouer. Vos collaborateurs clés également, puisque eux, ils vont intervenir, ils vont vous aider dans l'appréciation de la cible probablement, et puis surtout sur l'intégration. Et il faut avoir en tête que toutes ces ressources-là, il va falloir qu'elles travaillent ensemble, il va falloir créer du lien. Et c'est notamment un des rôles du conseil en acquisition que de créer du lien et de coordonner tous ces conseils. Bon, ensuite, évidemment, il faut définir le profil de l'entreprise recherchée. Donc, évidemment, ce profil, il doit être en cohérence avec vos objectifs de développement. Bon, il faut être précis, mais pas trop, pour rester ouvert aux opportunités. Enfin, également, et ce n'est pas le moins important, il faut vous préparer à séduire et convaincre. À nouveau, on l'a dit, il y a plus de candidats que d'élus. Et donc, ça passe par une présentation évidemment claire de soi en tant que chef d'entreprise, de son entreprise, du projet qu'on a envie de construire avec l'entreprise qu'on souhaite racheter. Votre motivation, évidemment, elle doit apparaître de façon claire lors des entretiens. Et puis, suivant les cas de figure, parfois le cédant cède, il part à la retraite, donc il n'y a pas de sujet. Mais parfois, il a aussi des attentes sur ce qui va se passer après la cession de son entreprise. Et évidemment, il faut que vous y soyez attentif. Et enfin, dans ce cas, on est dans le cas d'une croissance externe. Donc là, il y a des enjeux d'intégration qui sont importants et je reviens là-dessus. Ces enjeux d'intégration, il faut les anticiper tôt. Parce que c'est là, j'ai envie de dire, acheter une entreprise, c'est compliqué, mais finalement, c'est simple, à côté de réussir une intégration. Donc, ça s'anticipe dès le début. Mais ça serait le sujet d'un autre webinaire. Donc, en résumé, il faut anticiper, il faut préparer, et puis, il faut bien s'entourer. Sur le sujet du conseil en session, je vais peut-être poursuivre. Quel est le rôle du conseil en session? Comment s'en faire un allié? Et pouvez-vous nous expliquer le process d'une reprise d'entreprise? Je crois que vous l'avez défini en 5 étapes et c'est un vrai parcours d'obstacles. Mais bon, quand on est bien accompagné, ça se passe généralement bien. Voilà, ce qui est important, pourquoi on a choisi donc avec Guillaume et Damien d'évoquer ces sujets-là. Je voudrais rappeler quelques chiffres, si vous me permettez, si tu veux. avant que vous attaquiez ce chapitre-là. Voilà, je m'adresse aux repreneurs de ce webinaire. Effectivement, lors de votre recherche de cible, vous allez forcément entrer en contact avec des conseils en cession d'entreprise. Et pour rappel, quand même, il y a quelques chiffres clés. 70% du marché de la reprise d'entreprise est intermédiaire. Si vous recherchez des cibles au-delà de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 85% du marché est intermédiaire. C'est-à-dire que vous allez à 85% rencontrer un intermédiaire en cession acquisition d'entreprise. Et si vous recherchez des cibles au-delà de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, le marché est 100% intermédiaire. Donc voilà. Donc, il est donc important de bien comprendre le rôle et les attentes du conseil en cession d'acquisition. Conseil en cession et acquisition d'entreprise.
Merci. Christophe, je vous laisse la parole. Voilà, donc voilà. Merci Guillaume d'avoir rappelé les raisons pour lesquelles c'est important donc d'expliquer ce rôle, parce que c'est un acteur que vous allez retrouver de façon très fréquente sur les opérations auxquelles vous vous intéressez. Donc le but, c'est d'éviter que vous soyez surpris de le rencontrer, et puis de savoir comment travailler avec lui, sachant qu'il a un rôle important à jouer dans l'opération. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que celui qu'on appelle le conseil, le conseil en cession, déjà, son client, c'est le cédant. Donc, c'est lui qui le mandate. Et le mandate pour faire quoi? Il le mandate de façon, sa raison d'être, c'est de trouver un repreneur pertinent, et de faire réussir la cession, puisque c'est le mandat qu'il a reçu de son client, dans des conditions qui sont satisfaisantes pour le cédant, et en le déchargeant aussi d'un travail et d'un stress important. Donc, voilà la raison d'être de ce conseil en cession, qu'on appelle plutôt conseil en cession quand on est sur le marché de la PME, mais qu'on appelle plutôt d'ailleurs banque d'affaires quand on est chez des ETI ou dans des grands groupes. Donc, voyons maintenant un peu plus son rôle en détail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une opération de cession comme une opération d'acquisition, c'est un projet, donc il faut organiser et piloter jusqu'au closing. Il y a effectivement, bien sûr, des documents de présentation qu'il faut préparer. C'est ce qu'on appelle l'info-mémo, qui présente l'entreprise de façon très détaillée. Et avant de communiquer cette info-mémo, on parle souvent de teaser, qui est une présentation anonymisée en une page, qui est le premier document qui est mis à disposition des candidats repreneurs. Ensuite, pour que la cession réussisse, il faut des candidats acquéreurs de qualité. Et pour ça, il faut comprendre quel secteur et profil d'entreprise peut être intéressé par racheter donc l'entreprise dont on a le mandat de cession. Et ça, ce n'est pas uniquement les concurrents. Il y a aussi des entreprises pour lesquelles ça sera une opération de diversification qui a du sens. Donc, cette recherche de contrepartie pertinente, c'est une mission, une part importante de la mission du conseil en cession. Ensuite, il y a l'enjeu des rendez-vous de présentation et notamment du premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, ça se prépare. Il faut parfois coacher le cédant, qui n'est pas nécessairement familier avec ce type d'exercice. Ça a parfois du sens, et moi je le fais parfois aussi, de donner des recommandations aux candidats acquéreurs. Encore une fois, même si mon client, encore une fois, c'est le cédant, moi je me mets au service de l'opération. Et donc, donner des bons conseils à l'acquéreur, je considère que ça fait partie de mon rôle pour le mettre dans les meilleures conditions possibles pour faire une offre pertinente. La coordination des différents acteurs, c'est aussi un sujet important. Vous avez facilement 7, 8, une petite dizaine d'acquéreurs qui manifestent de l'intérêt. Même si on n'en garde que 5 ou 6, ils ont des conseils. Donc, on se retrouve facilement avec plusieurs dizaines d'acteurs dont il faut coordonner les actions. Je parle ensuite de la LOI. Donc, la LOI, on est d'accord que c'est ce courrier que le candidat repreneur prépare et qui résume, sans être aussi détaillé que le protocole de cession, qui résume en fait son intérêt pour l'entreprise, les conditions dans lesquelles il est prêt à l'acheter, quelques principes fondamentaux liés notamment aux garanties. Donc le rôle du conseil en cession, c'est de négocier une LOI que je qualifie d'équilibrée. Une LOI équilibrée, en fait, c'est une LOI qui a 90% de chances de permettre d'aller jusqu'au closing. Une LOI qui n'est pas, dans le cas contraire, au moment des audits, il y a des problèmes qui vont survenir et l'opération n'ira pas au bout. Donc, une bonne opération, il faut être deux. Donc, il faut cet équilibre entre l'acquéreur et puis le cédant. Et enfin, et ce n'est pas le rôle le moins important, sur le chemin du closing, il y a énormément de problèmes qui émergent, de difficultés à résoudre. Donc, il faut être capable de proposer des solutions. Et puis, il faut convaincre à la fois l'acquéreur, mais aussi convaincre parfois son client d'être entre guillemets raisonnable et de ne pas être excessif dans ses attentes. Donc, voilà pour son rôle. Et pour finir… Une petite question, Christophe, rappelez que la LOI, c'est la lettre d'intention.
Voilà, la lettre d'intention, effectivement. LOI en anglais, letter of intent. Voilà, on va éviter de jargonner trop comme parfois on a l'habitude dans ce métier. Donc, c'est important de comprendre son rôle, et puis c'est important de s'en faire un allié, hein, parce que le premier à convaincre, c'est lui, puisque clairement, si le conseil il n'est pas convaincu par la qualité de votre candidature, il ne parlera pas de vous à son client. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, alors comment s'en faire un allié, hein, sachant que les commentaires que je vais faire vis-à-vis du conseil, ils valent également vis-à-vis du cédant, hein, puis c'est jamais que des commentaires de bon sens, hein. Évidemment, il faut argumenter sur ses motivations pour reprendre l'entreprise, hein. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise vous intéresse vraiment? Bon, c'est important aussi de montrer du professionnalisme dans les échanges que vous avez avec le conseil. Quand je parle de professionnalisme, je parle de respect des délais, de la façon des communications que vous avez avec lui. Faut montrer de l'épaisseur, hein, tout simplement. C'est important de démontrer une capacité technique, c'est-à-dire une compréhension de ce que c'est que le processus de reprise. Hein, Guillaume a parlé de différentes façons de se former. Sans devenir un spécialiste, vous devez avoir bien compris les différentes étapes. Il y a un vocabulaire à acquérir. Et puis, cette capacité technique que vous avez, elle s'appuie aussi sur les conseils que vous avez pu choisir. Donc, c'est important de mettre aussi en avant que vous êtes entouré de gens compétents. Et puis, il ne faut pas hésiter, et c'est important, à démontrer la réalité de sa capacité de financement. Au-delà d'avoir inscrit sur la fiche de cadrage 300 000, 400 000 euros, moi, de temps en temps, il m'arrive de demander des éléments factuels, hein, qui confirment la réalité de cette capacité d'investissement. Donc, pour finir, quelque chose qu'on sait tous dans les affaires et dans la vie en général, hein, on a une seule occasion de faire une bonne première impression. Donc, il ne faut surtout pas la gâcher et garder en tête, encore une fois, que il faut conforter le conseil cédant sur le fait que vous serez capable d'aller jusqu'au bout du closing. Et on va le voir juste après, c'est quand même un sacré parcours d'obstacles. Il y a ma souris. Voilà. Alors, justement, à propos de parcours d'obstacles, donc ça, c'est cette slide, hein, pour terminer sur ce sujet, c'est le parcours d'obstacles du point de vue du repreneur. Bon, je vais résumer effectivement en 5 grandes étapes. Bon, il faut savoir se présenter efficacement, donc on l'a dit. Donc, fiche de cadrage, CV de présentation du repreneur, dans le cas d'une croissance externe par une personne morale. C'est important de savoir à qui on a affaire, hein, c'est quand même la première étape, je pense qu'elle est facile à comprendre. Pour toute opération, vous avez accès, dès lors que votre candidature est agréée, à un dossier de présentation. Bon, le boulot des conseils, c'est quand même de le faire de façon, de faire un bon dossier. C'est important de votre côté que vous l'assimiliez, que vous l'appropriez, que vous avez bien compris ce qu'il y a dedans. Un candidat qui pose des questions… Donc… Oui. Excusez-moi de vous couper. Est-ce que le micro, est-ce qu'il n'est pas trop proche de votre… peut-être, je ne sais pas. Il y a un petit bruit de fond. Ouais, peut-être qu'il frotte un petit peu sur ma chemise. Voilà, là, c'est parfait, là, comme ça, si. OK. Voilà. Merci. Donc, c'est évidemment important. Merci, Guillaume. C'est évidemment important de ne pas poser des questions dont les réponses sont dans le document. Comme tout rendez-vous, abordez-les comme des rendez-vous commerciaux. Hein. Les rendez-vous avec le cédant, c'est des rendez-vous qui se préparent. Encore une fois, il faut séduire et convaincre. Donc ça, c'est la partie côté vos relations avec le cédant. Pour réussir un projet de cession, vos interrelations ne sont pas uniquement avec le cédant, c'est bien évidemment, vous devez monter votre financement. Et pour ça, il faut que vous ayez un business plan. Donc un business plan, hein, c'est idéalement quand même une projection sur 5 ans d'un compte de résultat et d'un plan de financement. Et bien évidemment d'un projet de développement. Donc c'est un projet de développement traduit financièrement. Ce qui va vous permettre de convaincre d'éventuels investisseurs si vous avez besoin de fonds propres complémentaires et puis les prêteurs. Bien sûr, vous devrez négocier des conditions d'acquisition, hein, sans oublier que vous êtes en compétition avec d'autres et que c'est quand même celui qui est en position plus forte, c'est en général le cédant. Et avec une recommandation, même si vous êtes entouré de conseils, n'oubliez pas de garder la main sur les négociations financières et contractuelles parce qu'au bout du bout, c'est quand même vous qui vous engagez. Voilà ce que je pouvais dire, Guillaume, sur ce parcours d'obstacles.
Mais comme l'a dit Damien, beaucoup arrivent au bout et c'est évidemment une très belle satisfaction d'arriver au jour du closing et de partir sur cette nouvelle aventure. Parfait, merci Christophe. Donc nous allons passer au dernier chapitre, les solutions pour trouver la bonne cible. Donc quelles sont les solutions pour trouver la bonne cible? Donc il existe plusieurs solutions, que ce soit l'activation des réseaux, les intermédiaires, l'approche directe, se rapprocher des experts, les annonces, la prospection en direct, accéder aux bourses de candidats cédants, repreneurs. Donc Damien, quelles sont les solutions pour trouver une entreprise? Oui, tout à fait. Donc, on a vu l'état du marché. Je pense que vous l'avez mieux compris maintenant. Et puis, comment se préparer une fois qu'on a à la fois compris le marché, qu'on est bien préparé, qu'on sait ce qu'on veut reprendre, comment trouver des entreprises à reprendre. Alors, de façon très logique, deux possibilités. Soit on vous propose des sociétés à reprendre, soit vous recherchez vous-même des sociétés. Alors, quand on vous propose une société à reprendre, c'est quand même un petit peu plus fréquent pour les entreprises qui sont visibles sur leur marché et qui sont justement démarchées par des conseils en cession d'entreprise qui vont leur proposer des opérations de croissance externe. C'est quand même un petit peu plus rare pour les repreneurs personnes physiques. Si vous êtes aujourd'hui en recherche d'acquisition, le marché des fusions-acquisitions ne vous connaît pas forcément et donc n'a pas la capacité de vous atteindre et de vous proposer des cibles. Cela dit, vous avez un certain nombre de sites et de portails qui vont vous permettre de diffuser des CV acheteurs, votre fiche de cadrage quelque part, ou des annonces d'acquisition. Donc, c'est le cas sur Fusac, bien évidemment, mais pas que, qui vous permettent d'obtenir une première visibilité et donc d'exister sur le marché de la reprise pour qu'on puisse vous contacter. Donc, soit par des conseils d'ailleurs, soit par des cédants directs qui ne voudraient pas s'afficher, garder de la confidentialité et qui verraient votre candidature, qui la jugeraient pertinente. Maintenant, c'est quand même le gros des recherches, c'est vous-même qui allez les effectuer et donc vous allez vous-même rechercher des sociétés à racheter. Donc là aussi, deux façons de rechercher. Soit vous consultez des bases de sociétés à reprendre, ce que l'on appelle le marché visible, soit vous allez cibler des entreprises qui ne sont pas forcément à vendre et vous allez les contacter directement, ce que l'on appelle le marché caché. Alors, le marché caché qui est utilisé de façon un tout petit peu abusive, puisque ce ne sont pas des sociétés à vendre qui se cachent, c'est des sociétés qui ne sont pas à vendre et donc votre but, tout simplement, ça va être d'essayer de motiver le dirigeant à vous céder son entreprise. Alors, des avantages à partir sur cette piste, puisque au départ, vous allez avoir plus de choix, puisque toutes les entreprises potentiellement rentrent dans dans vos possibilités de recherche. Donc, vous allez pouvoir faire une recherche plus ciblée, avoir au moins au départ moins de concurrence, puisqu'on imagine qu'il n'y a que vous qui avez contacté cette société. Donc, vous pourrez espérer un prix plus raisonnable puisqu'il y a moins de concurrence et une confiance renforcée dans les négociations parce que c'est vrai que si l'on sait qu'il y a plusieurs repreneurs qui étudient le même dossier, on a toujours un petit peu de mal et on est toujours un petit peu sceptique à engager des frais d'avocat et d'audit dans une opération où on pourrait se faire doubler par un autre repreneur. Quand même un certain nombre d'inconvénients. Le premier, c'est de vraiment valider que le chef d'entreprise est vendeur. Il peut simplement décider de vous recevoir, d'écouter votre proposition, parce que c'est assez flatteur que quelqu'un s'intéresse à son entreprise. Et puis, pour obtenir un prix, c'est toujours agréable de savoir ce que peut valoir à un instant T son entreprise. Un rapport de force, là je vois vraiment un gros désavantage, un gros inconvénient sur cette méthodologie avec un rapport de force qui vous sera toujours défavorable et donc qui remet un petit peu en cause le prix plus raisonnable puisque c'est toujours vous qui aurez fait la démarche et donc le cédant aura toujours beau jeu de dire qu'il accepte de discuter avec vous mais à ses conditions et donc souvent ces conditions c'est un prix relativement important. Et puis, il me semble un choix beaucoup plus large pour une opération de croissance externe que pour une reprise d'entreprise par une personne physique, puisque la personne physique n'a d'autre solution, possibilité que de demander au dirigeant actuel de lui céder sa place, donc de quitter l'entreprise. Alors qu'une croissance externe, on va
beaucoup plus vouloir motiver le dirigeant à rester dans l'entreprise et lui expliquer qu'en s'adossant à un groupe, il va bénéficier de plus de moyens financiers, de plus de synergie, et donc il va pouvoir accélérer le développement de son entreprise tout en restant aux commandes de cette dernière. Alors, méthodologie pour ceux qui veulent aborder ce marché caché, vous allez tout simplement cibler des sociétés à travers des bases de données en fonction de vos critères de recherche. On peut citer notamment des bases de données comme Diane, Compass, Prism. Et puis, vous allez contacter directement le chef d'entreprise. Ce n'est pas toujours simple, puisque vous n'allez pas appeler directement au standard pour dire que vous voulez racheter l'entreprise. Donc, il y a toujours vraiment beaucoup de difficultés à atteindre le dirigeant de l'entreprise. Il peut donc, dans ce cadre-là, être intéressant de se faire accompagner, notamment pour cette première étape de trouver des cibles, mais de façon beaucoup plus générale, pourquoi pas de donner un mandat acheteur à un conseil qui va pouvoir vous accompagner à la fois pour trouver des cibles et sur l'ensemble du processus, et notamment pour vous donner dès le départ plus de crédibilité pour pouvoir rentrer en contact avec le dirigeant. Et je laisse donc Christophe nous présenter le mandat acheteur qui peut donc intéresser à la fois des personnes physiques ou des personnes morales. Donc, alors ce mandat acheteur, en quoi il consiste, En fait, il consiste à confier à un conseil, à quelqu'un, un spécialiste, en session acquisition, la mission de piloter l'opération d'acquisition. Donc, il y a pas mal de parallèles dans le rôle du conseil acheteur par rapport au conseil session, puisqu'il est simplement de l'autre côté de l'opération. Donc, il y a l'assistance à la préparation du projet d'acquisition. On vient d'en parler, la recherche et la qualification de cible, en cohérence toujours avec le projet que vous aurez défini. Bon, il y a la préparation, donc là on est côté acheteur, donc là c'est lui qui va être du côté de ceux qui font la préparation de l'offre. Donc il va vous aider, il va préparer et négocier pour vous la lettre d'intention, qui va reprendre encore une fois les grandes caractéristiques de la proposition de reprise. Il va avoir un rôle à jouer comme le conseil en session sur trouver des solutions et convaincre, parce qu'encore une fois, l'opération ne se fera que si on arrive à aligner les avis, les attentes du cédant et du repreneur, et c'est par expérience, c'est toujours assez compliqué, et il y a beaucoup de sujets à régler. Et ensuite, il a un rôle aussi de coordination jusqu'au closing, parce qu'encore une fois, même au moment où on a l'impression de s'être mis d'accord sur une lettre d'intention, qu'on a reçu une exclusivité, puisque là, on est côté acquéreur. Ensuite, il y a la période des audits. La période des audits, on découvre quand même régulièrement des petites choses qui n'étaient pas prévues. Il y a le business, l'activité de l'entreprise qui peut évoluer, qui peut être soumise à certains aléas. Bon, il peut se passer tout un ensemble de choses, d'imprévus, qui font que par rapport à l'idée qu'on se faisait de l'opération au moment de la LOI, il y a des choses à réajuster. Donc, son rôle, ça va être de proposer des solutions et puis de convaincre. Et puis, encore une fois, de coordonner aussi, je parlais des autres conseils. Il y a les avocats qui, évidemment, ont un rôle majeur ensuite dans la concrétisation sous forme du protocole de tous ces accords. Et on sait tous que le diable a tendance à se nicher dans les détails. Bon, donc voilà, son rôle, ça va être de coordonner tout ce projet, puisque ça reste un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au closing. Ce qu'on appelle le closing, c'est le jour où il y a effectivement cession des titres. Donc, il y a changement de propriété des titres de l'entreprise, et il y a en général concomitamment le paiement de tout, ou au moins partie du prix, s'il y a un complément de prix qui peut arriver de façon ultérieure. Donc, voilà son rôle. Donc, on utilise souvent le terme de conseil, mais moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un faiseur, puisqu'il y a toutes ces opérations qui sont à réaliser pour le compte du client. Voilà, donc en ce qui concernait le marché caché, maintenant, effectivement, l'immense majorité des opérations se fait quand même sur le marché visible, un petit peu comme dans l'immobilier, on imagine quand même beaucoup plus
des personnes aller sur des sites comme seloger.com pour trouver une maison, un appartement à acheter, plutôt que de voir une belle maison en se promenant dans la rue et en allant le solliciter. Sur le marché visible, ceux qui veulent prospecter de façon un petit peu systématique, alors attention, vous trouverez assez peu de dossiers chez les avocats, les experts comptables et les notaires. Bien entendu, ces trois ordres interviennent sur toutes les opérations, ou quasiment, sur la partie juridique, rédaction d'actes, audit, éléments financiers et puis immobilier si jamais il y en a. Mais ce ne sont pas eux qui vont avoir véritablement des dossiers, sauf exception. Donc, ne perdez pas votre temps à les démarcher de façon systématique. Au niveau des banques, nous avons une offre qui est très variable en fonction des enseignes. En France, il y en a notamment deux qui se détachent. Le Crédit Agricole via une offre qui s'appelle Iris, donc Crédit Agricole LCL aujourd'hui, où vous avez quasiment dans chaque région une entité dédiée à la reprise de PME. Et Banque Populaire également via une offre qui s'appelle Ingénierie financière. Vous pouvez notamment retrouver toutes ces entités dans l'annuaire des experts FUSAC et donc contacter dans votre région les bons interlocuteurs. Des associations, donc je pense notamment à APER Repreneur et au CRA, dont on a, donc Cédant Repreneur d'affaires, dont on a déjà parlé pour la partie formation, qui peuvent vous proposer un certain nombre d'offres en ligne ou non. Donc n'hésitez pas à consulter leur site internet et à les contacter directement. Bien entendu, les chambres consulaires, que ce soit les chambres de commerce ou chambres de métier. Vous pouvez retrouver une grande partie des offres sur le site Transentreprise. Transentreprise qui est la fusion de deux anciens sites TransPME et TransCommerce. Et donc, vous verrez, il y a quand même une majorité de commerce, mais vous l'aurez compris, c'est la majorité des entreprises à vendre aujourd'hui en France. N'hésitez pas non plus à aller voir directement la chambre de commerce de votre région, de votre département, à rencontrer les chargés d'affaires dédiés qui peuvent avoir des opportunités à vous proposer, ou qui peuvent parfois même intervenir sur le marché caché en essayant de vous sortir un certain nombre de listings. Je me permets de le préciser. Si vous avez une recherche ciblée en termes de secteur d'activité, surtout n'hésitez pas à aller voir votre syndicat, votre fédération professionnelle. Je vous ai mis un exemple avec la Fédération française du bâtiment qui peut vous proposer un site dédié, donc en l'occurrence ici Transmibat, qui recense des opportunités de reprise uniquement dans l'univers du bâtiment. Donc, bien évidemment, à chaque fois, vous n'aurez accès qu'à quelques dizaines d'opportunités, mais extrêmement ciblées en termes de secteur d'activité. Et bien entendu, vous l'aurez compris, donc les dossiers sont majoritairement détenus par les cabinets spécialisés en transmission d'entreprise. Là aussi, un petit peu comme dans l'immobilier où vous allez plutôt aller voir des agences immobilières. Donc, des centaines de cabinets spécialisés dont vous pouvez retrouver les offres parfois sur les sites internet, où je me permets donc de vous indiquer qu'une grande partie de ces dossiers, vous pourrez les retrouver sur FUSAC, donc Synercom France pour les recités diffusent bien évidemment l'ensemble de leurs offres. Donc sur FUSAC, où vous pourrez retrouver donc quelques chiffres sur notre portail, 200 dossiers par mois, donc 2400 par an, environ 1600 annonces en ligne donc de cession. Avec les annonces d'acquisition, on arrive aux chiffres donnés par Guillaume de 2500. Ça représente environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 24 000 personnes concernées. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des chiffres importants. Chiffre d'affaires moyen, je vous le disais, 2 millions d'euros, effectif moyen, 15 personnes. Alors, bien entendu, on peut trouver des sociétés à partir de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et puis aller beaucoup plus loin sur des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis, place des commerces, donc il y en a peut-être quelques-uns qui s'intéressent aujourd'hui, donc site dédié au commerce et aux locaux commerciaux. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes flux, toujours cette différence de marché. On est plutôt à 200 dossiers par jour et 44 000 annonces en ligne. Donc, on retrouve bien ces 10% PME, 90% commerce.
Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces sites Internet. Vous pourrez également diffuser votre CV, des annonces d'acquisition, positionner des alertes. Et bien entendu, notamment en première approche, le site incontournable à ne surtout pas manquer, qui va fédérer l'ensemble des acteurs, la bourse BPI Transmission. Et je redonne la main à Guillaume qui va nous la présenter plus en détail. Merci Damien. Donc effectivement, la bourse de la transmission de BPI France rassemble sur ce site 49 721 affaires à reprendre, que ce soit des fonds de commerce ou des titres de société, voilà. Donc, vous pourrez retrouver des annonces dans le secteur du commerce, dans le secteur de la production, des services, de la restauration et du tourisme. Donc, ces annonces-là nous sont communiquées quotidiennement par nos partenaires agréés qui sont Se Loger, les chambres de métiers et de l'artisanat. Donc, toutes les chambres de métiers de tous les départements nous communiquent leur annonce sur ce site, notamment les chambres de commerce et d'industrie aussi. On agrège leur annonce sur ce site. Vous pourrez retrouver les annonces de Session PME, de l'association du cédant et repreneur d'affaires. Aussi, nous avons comme partenaire MyForum, FUSAC, ici présent, représenté par Damien, bien sûr, la Fédération française du bâtiment qui nous communique ses annonces aussi, et deux autres partenaires, les annonces du commerce et Opportunet. Donc, grâce à tous ces partenaires, nous agrégeons plus de 49 000 annonces sur le site de la Bourse de la Transmission de BPI France. Donc, toutes ces annonces, vous pouvez les retrouver sur notre site reprise-entreprise.bpifrance.fr. Nous allons passer à la séquence questions-réponses. Donc, j'ai identifié quelques questions, notamment une question de Rod Ducourt. Donc, bonjour. Alors, bonjour Rod. Du coup, est-il illusoire de pouvoir effectuer une reprise dans le cas d'un apport personnel faible, par exemple 50 000 euros, notamment compte tenu des frais des intermédiaires qui s'ajoutent? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Je vais répondre puisqu'on parle, on parle des intermédiaires. En fait, le sujet de fond, c'est quand même… je vais répondre à une autre question que j'ai vue sur les frais des intermédiaires parce que oui, ça va remettre le sujet en perspective. Bon, les frais des intermédiaires, suivant les tailles des opérations, je vais donner une fourchette, on est entre 4 et 6 % de la valeur d'acquisition. Donc, on parle que de quelques pourcentages. Le sujet de fond, donc la corrélation entre le montant investi et le sujet, c'est pas tant les honoraires des intermédiaires, c'est le fait de dire avec 50 000 euros, on l'a dit tout à l'heure, si on a 50 000 euros de fonds propres, bon, on va additionner à ces fonds propres la dette qu'on peut lever par rapport à l'entreprise qu'on envisage d'acheter. Forcément, on va être sur quelque chose d'une toute petite structure, mais c'est lié au montant des fonds propres qu'on amène. Ce n'est pas lié au montant, encore une fois, des honoraires où on parle de quelques pourcents sur l'opération globale. Donc, clairement, il faut avoir une ambition de taille de cible qui est cohérente par rapport à son montant de fonds propres. Donc là, on va être sur une toute petite entreprise et avec les inconvénients que lorsque plus l'entreprise est petite, plus elle est dépendante quand même de son dirigeant. Et donc, les risques sont plus importants d'une perte de substance importante lorsque celui-ci cède. Donc, voilà plutôt le commentaire que j'ai envie de faire. Et du coup, intérêt d'augmenter cet apport de 50 000 euros avec une question sur Love Money que j'ai vue. Et le Love Money, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'argent que vous apportent les gens qui vous aiment. Et donc, les gens qui vous aiment, en général, c'est votre cercle familial. Donc, ça se fait, et c'est aussi une façon de commencer à rôder votre discours et puis votre capacité de convaincre. C'est essayer de convaincre vos amis, votre cercle familial. Entraînez-vous, convainquez-les de façon à ce qu'ils contribuent et puis qu'ils puissent augmenter votre montant de fonds propres. Je rajouterai également qu'il existe des quasi-fonds propres, des aides telles que des prêts d'honneur à taux zéro sans garantie que BPI France propose aussi, qui permettent effectivement de renforcer votre apport personnel. Ce sont des prêts qui sont, je le rappelle, à taux zéro et sans garantie. Vous pouvez faire appel au réseau Entreprendre ou Initiative France qui propose ces prêts d'honneur-là.
Donc, ça permet de compléter votre apport personnel. Et effectivement, Christophe, je vous rejoins. La Love Money aussi permet de compléter votre apport personnel. Il y a plusieurs solutions. Il peut y avoir aussi un crédit vendeur. Voilà, donc si je reprends un plan de financement classique en termes de ressources, on peut avoir un apport personnel qui représente entre 20 et 30% du prix de cession. En quasi-fonds propres, on a un prêt d'honneur à taux zéro sans garantie. Il peut y avoir de la Love Money aussi. Il peut y avoir un cofinancement de BPI France via le contrat de développement de transmission, plus l'intervention d'une banque. Ça fait quand même pas mal de possibilités en termes de solutions de financement pour compléter votre apport et financer votre projet de reprise d'entreprise. Mais ce qui est important de comprendre, en fait, c'est qu'il y a que deux catégories dans la structure de financement. Il y a que deux catégories. Il y a ce qui n'est pas à rembourser et ce qui est à rembourser. Ce qui est à rembourser, c'est des prêts. Alors, ils ont différents noms, mais à un moment, un prêt d'honneur, il doit aussi être remboursé. Il y a une question sur les subventions. Bon, une subvention, par définition, elle n'est pas remboursable. Donc, ce à quoi il faut que vous réfléchissiez bien, c'est que tout ce qui est à rembourser va devoir être remboursé par la profitabilité de l'entreprise que vous rachetez. Bon, donc, plus il y a de prêts, donc avec des échéances de remboursement, il faudra que vous fassiez la somme de ces échéances de remboursement annuelles et que vous mettiez en face de cette somme-là la capacité, ce qu'on appelle la capacité distributive de l'entreprise, c'est-à-dire des résultats nets en restant prudent, et en considérant que le bon standard, on considère qu'il ne faut pas que l'entreprise soit contrainte de rembourser plus de 70% de son résultat net prévisionnel. Au-delà de ce 70%, elle commence à se mettre en risque. On va passer à une autre question, si vous voulez bien. Donc, Rindra Rakotomanana nous pose cette question. Bonjour, le Sénat a-t-il l'obligation de fournir le bilan du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires des 3 dernières années, et si oui, à quelle étape du processus de la cession? Alors, la question ne se pose pas en termes d'obligation. Comment ça se passe? J'ai parlé tout à l'heure de documents de présentation. Bon, documents de présentation qui sont réalisés lorsque une entreprise est à vendre. Par définition, il faut qu'elle se présente. Donc, il y a ce document de présentation qu'on appelle parfois info-mémo. Et dans ce document de présentation, en général, il y a toujours un extrait des comptes des 3 derniers exercices. Bon. Vous avez accès en tant que repreneur à ce document. Et puis, si les discussions vont plus loin, de toute façon, il y a un moment où et en particulier si l'exclusivité vous est accordée, de toute façon, dans le cadre de l'audit, vous aurez accès à des comptes complets, bien évidemment. Donc, voilà comment ça se passe. En fait, l'information, elle est, je vais dire, distillée de façon progressive au repreneur, parce qu'il y a des éléments quand même de confidentialité. Donc, à mesure que la conviction se construit du fait que vous êtes le repreneur, le bon repreneur pour l'opération, ben vous allez avoir progressivement de plus en plus d'informations. Alors, il y a une question de Jackie Cherami. Alors, il pose la question estimation du prix de cession en fonction du chiffre d'affaires. Je pense que pour reformuler sa question, c'est comment évaluer une entreprise ou du moins quelles sont les méthodes qui existent sur le marché pour évaluer une entreprise. Christophe, on peut peut-être en citer 3 grandes familles ou du moins, est-ce que l'estimation d'une entreprise en fonction du chiffre d'affaires c'est assez bon, c'est très rudimentaire. Ça peut fonctionner pour certains commerces ou certaines activités très particulières, mais de façon générale, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la valeur d'une entreprise, c'est quand même principalement l'espérance de profitabilité que vous avez sur son futur. Bon, donc, c'est lié à sa profitabilité plutôt qu'à son chiffre d'affaires. Si vous faites 1 milliard de chiffre d'affaires, mais que vous faites des pertes, vous comprenez bien que vous n'allez pas l'acheter en entreprise le même prix que si elle fait 10% de résultat net. Bon, donc ensuite, il y a différentes méthodes, mais pour le coup, ça nécessiterait un webinaire un par entière. Une valorisation d'entreprise. Attention à votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi. Une valorisation d'entreprise, ça suppose avant tout de la comprendre, ses forces, ses faiblesses. Bon. Mais c'est clair, c'est que ça ne s'estime pas en fonction du chiffre d'affaires. Ça s'estime principalement en fonction de sa profitabilité.
Parfois, on peut utiliser ce qu'on appelle des comparables lorsqu'on a accès à des transactions qui concernent des entreprises qui ont des caractéristiques similaires. Mais voilà, retenez que la base, c'est un multiple, le multiple. Donc, c'est un coefficient multiplicateur d'un agrégat de profitabilité. Et ce coefficient multiplicateur, il est d'autant plus élevé qu'on considère que la profitabilité est récurrente. Alors juste, si je peux me permettre de compléter, j'aime bien citer sur ce type de questions Gilles Lecointre, qui a dirigé un cabinet de fusion-acquisition pendant des années, qui était statisticien et qui a, sur plus de 1000 transactions, essayé de regarder un petit peu les multiples qui ressortaient. Et pour lui, son chiffre d'or, nombre d'or à lui, c'est 26. En fait, il s'est rendu compte que les sociétés étaient globalement valorisées 2 fois leurs fonds propres et 6 fois leur capacité d'autofinancement, plus ou moins de la trésorerie ou des dettes en fonction de ce que vous avez. Donc voilà, donc s'il y a des cédants qui veulent, en toute première approche, essayer de se faire une petite idée entre 2-3 fois des fonds propres et puis 4 à 7 fois une capacité d'autofinancement. Donc je vous rappelle, c'est le résultat net plus les amortissements et les provisions, si on veut faire rapidement. Voilà, ça vous donnera une première idée. Après, comme le dit Christophe, les multiples peuvent varier en fonction des secteurs d'activité. Donc là, c'est compliqué de répondre de façon globale. Après, pour le repreneur, il n'y a pas 36 méthodes d'évaluation, si vous voulez. La méthode, c'est votre apport personnel et la capacité d'autofinancement de la cible. Globalement, vous prenez 70% du résultat net de la cible, c'est ce que vous allez pouvoir remonter à la holding. Donc, si votre cible, elle fait 100 000 euros de bénéfices, vous allez pouvoir remonter 70 000 chaque année. Vous allez vous endetter sur 7 ans, comme les taux d'intérêt sont bas, globalement 7 x 7, 49. Donc, vous pouvez vous endetter de 490 000 euros. Et si vous avez vous-même 300 000 euros d'apport, vous pourrez proposer 790 000 euros de prix de cession et vous ne pourrez pas aller au-delà. Donc, si le cédant vous en propose 1 million d'euros, vous savez que vous ne pourrez pas le financer, sauf à avoir un apport de 500 000 euros. Donc, il y a vraiment 2 aspects. Il y a l'aspect valorisation pour le cédant, où on va essayer de comprendre les forces, les faiblesses, et puis de trouver une méthodologie qui nous permette d'argumenter la valorisation. Et puis, il y a le point de vue du repreneur, où lui, simplement, il doit mettre en place un financement, et donc, ça lui donne la valorisation maximale qu'il peut proposer sur une opération. En fait, c'est sa capacité à payer que vient vous expliquer Damien. C'est le maximum de ce qu'il peut offrir sur ce type d'opération. Mais ce n'est pas nécessairement convergent avec les attentes du cédant. Donc, une question de Karim Benazouz. Est-ce que vous intervenez sur la cession d'entreprise en faillite ? J'imagine que la question, elle m'est posée. Il y a plusieurs questions à ce sujet, donc du coup, ça regroupe… Alors, il y a différentes pratiques suivant les cabinets de conseil en cession-acquisition. Nous, chez Synercom France, nous n'intervenons pas sur ces opérations. Je peux juste faire un commentaire sur ces opérations, une recommandation qui consiste à dire, pour acheter une entreprise qui est en difficulté, ma recommandation, c'est quand même de parfaitement bien connaître son secteur. Et c'est d'être vraiment un très initié, un professionnel de son secteur, de façon à bien mesurer les enjeux. Parce que n'oubliez pas qu'on ne l'achète pas cher, mais ensuite, il y a souvent beaucoup de moyens à mobiliser à réinvestir dans l'entreprise. Alors, on réalise chez Fusac, on propose des formations pour des reprises en difficulté. Ce qui ressort, je voyais, il y avait des questions aussi sur l'accompagnement pour la reprise de sociétés en difficulté. Là, les sociétés, quand elles sont en difficulté, que ce soit en redressement, en plan ou en liquidation, elles sont dans les mains des administrateurs judiciaires. Donc, les conseils ne peuvent plus prendre de mandat. Et donc là, c'est vraiment un avocat d'affaires spécialisé sur des reprises en difficulté qui va vous accompagner. L'offre passe devant le tribunal et c'est vous qui allez, lister ce que vous reprenez, ce que vous ne souhaitez pas reprendre. Alors, attention quand même, ça semble toujours très, très beau sur le papier de reprendre une société 1 euro et puis derrière
une société qui peut faire plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, sauf que vous ne la payez pas 1 euro, vous la payez déjà 1 euro plus toutes les dettes que vous devez rembourser. Et pour ceux qui veulent reprendre uniquement certains actifs, il me semble que c'est quand même plus intéressant pour des sociétés qui veulent faire de la croissance externe, qui vont pouvoir redonner une rentabilité immédiate à une structure en mutualisant un certain nombre de coûts comme la comptabilité, les frais généraux. Donc voilà, attention pour les personnes physiques, d'autant plus que souvent, quand vous reprenez une société en difficulté, vous avez les meilleurs profils au sein de la société qui sont déjà partis, parce que les meilleurs profils, ils sont capables rapidement de retrouver un poste. Donc vous allez racheter finalement une société avec le principal actif qui sont donc le personnel, les collaborateurs, qui aura été amputé de ses meilleurs éléments. Donc voilà, attention, il y a sans doute et très régulièrement des opportunités. Vous pouvez retrouver un certain nombre d'offres à la fois sur Fusac. Les Échos du vendredi vous proposent une pleine page. Vous avez donc 2 syndicats d'administrateurs judiciaires également sur lesquels vous avez des offres, l'ASPAGE et puis AJMJ. Mais attention, c'est souvent moins beau que ça le laisse paraître. Une question, vous entendez? Oui. Alors, une question de Gabi. Est-ce une idée reçue de pouvoir acheter une entreprise sans pour autant être du domaine? Peut-on reprendre une entreprise si on n'est pas du métier quelque part? Alors, là-dessus, les points de vue sont très légèrement divergents. Alors, c'est vrai que déjà, votre banquier, il va beaucoup apprécier que vous connaissiez le domaine en question. Parce que lui, il veut minimiser les risques. Et puis pour vous aussi, je pense que minimiser les risques quand on connaît le métier, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, ce qui me semble important, c'est qu'un dirigeant, qu'il soit du métier ou pas, globalement, il doit connaître à peu près 33% de ce qu'il faut connaître dans tous les domaines sur lesquels il doit intervenir. Donc, que ce soit sur les aspects commerciaux, sur les aspects techniques, sur les aspects financiers. Donc, si à un moment donné, vous vous positionnez sur une affaire très technique et que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le minimum vital, ne serait-ce que pour embaucher des collaborateurs compétents, si vous avez votre numéro 2, votre directeur général, votre directeur technique qui part et que vous n'arrivez pas à réembaucher la bonne personne, eh bien, vous pouvez aller dans le mur. Il y a énormément d'exemples qui vont dans ce sens-là, où vous avez le dirigeant qui s'est mis d'accord avec son directeur technique pour que ce dernier ne pose pas sa démission avant la cession de l'entreprise. Vous rachetez la société, le directeur technique démissionne, vous n'arrivez pas à en recruter un qui est pertinent et en 6 mois, vous avez déposé le bilan. Donc, voilà, on peut reprendre dans un secteur que l'on ne connaît pas forcément si ce dernier n'est pas trop technique et sinon, il faut quand même, me semble-t-il, un minimum de compétences pour se positionner sur un secteur d'activité. Je rajouterais que parfois, les banques demandent que l'homme clé soit au capital de la société pour rassurer la banque. Maintenant, pour compléter aussi ce qui a été dit, l'objectif, c'est quand même de maximiser vos chances de succès. Donc, vous pouvez peut-être ne pas connaître très bien le secteur, mais par contre, vous connaissez très bien les clients de ce secteur parce que vous leur avez vendu autre chose. Bon. Donc, si vous connaissez très bien les clients de l'entreprise que vous analysez, mais vous ne connaissez pas très bien son métier, en fait, vous ne maîtrisez pas la production, mais vous maîtrisez les clients. Mais à un moment, c'est du bon sens quand même de se dire que une entreprise, c'est quand même, on oublie les activités support, c'est quand même du commercial et de la production. Il faut quand même au moins maîtriser un des deux, parce que si vous maîtrisez ni l'un ni l'autre, on en arrive à l'autre question de Gabi qui dit peut-on acheter une entreprise et ne pas forcément être dans l'opérationnel? On peut, mais ça s'appelle être investisseur. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui dirige l'entreprise. Et dans ce cas-là, vous êtes un investisseur aux côtés sans doute de celui qui dirige l'entreprise qui sera aussi actionnaire, et vous êtes un actionnaire non exécutif, comme on dit en anglais, ou non opérationnel. C'est un scénario qui est possible. Je suis en train de répondre directement à l'écrit. On va passer à la dernière question rapidement. Virginie, bonjour Virginie Fulcran. Elle pose la question suivante. Quelle est à ce jour la moyenne du taux d'un prêt de reprise et assurance comprise?
taux bancaire? Vous avez une idée en moyenne Oui, je dirais un 10, un 20. On est encore à des taux, ouais, on est très bas. Hein. qui Sur risquent des d'augmenter. dettes LBO, BPI France est bien mieux placé que moi pour répondre, mais On intervient en cofinancement. Hein. voilà, dans Co, il y a Co. Donc au financement. Mais oui, moi, les Oui, c'est ça. derniers dossiers que j'ai vu passer, on est autour de même parfois à peine 1%. Quoi. Il y a peut-être un risque d'augmentation. Hors assurance, pardon. Peut-être dans l'année à venir, à voir. En fonction, au vu de l'inflation actuelle, est-ce que les taux directeurs vont augmenter ou pas des banques centrales à suivre. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était le dernier webinaire de BPI France Création. Bien entendu, l'année prochaine, il y aura d'autres webinaires sur d'autres sujets, d'autres thématiques sur l'entrepreneuriat. Donc, merci Christophe, merci Damien pour votre intervention. Si vous avez encore des questions, si vous vous posez encore des questions, vous pouvez retrouver pas mal de réponses dans la rubrique « Je prépare ma reprise et je transmets » du site bpifrance-création.fr. Vous y retrouverez des contenus experts, des actualités, des outils, des guides. Voilà, donc en conclusion, vous pouvez retrouver le replay ainsi que le support de présentation de ce webinaire dès cet après-midi sur bpifrance-création.fr/webinaire. Merci à tout le monde et je vous dis rendez-vous au prochain webinaire en 2022. Passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Merci Guillaume. Au revoir. Au revoir.